Ça a l'air de marcher. Donc, je vais voir si ça fonctionne sur Facebook. J'attends, là, c'est en train de charger. Ok. Est-ce qu'on va être en direct? Voilà, c'est bon. Je crois qu'on est en direct. Attends, je fais juste un petit refresh de la page pour vérifier. C'est bon, ça marche bien. Ok, super, génial. Donc là, on est bien en direct toutes les deux et on nous voit bien également. Ok, bon, bah super. Super. Donc, contente de te retrouver, Virginie, que tu aies lancé cette nouvelle thématique de la reliance amoureuse. Donc, le sujet que tu m'avais proposé, c'était autour du sens du sacrifice, c'est ça? C'est ça, parce que c'est quand même une thématique qui revient assez régulièrement dans les gens qui viennent nous voir à la Reliance. Le fait de pouvoir, de vouloir tout faire pour les autres, de mettre les besoins des autres avant les siens propres. En fait, comme cette tendance, semble-t-il, apparaît aussi. Et d'une certaine manière, je crois que je me retrouve un petit peu là-dedans aussi, hein, personnellement. Je trouve que c'est intéressant de parler là-dessus parce que on peut l'avoir peut-être à différents degrés. Peut-être que c'est pas totalement, tu vois, imaginons pas forcément le sacrifice ultime, mais ça peut être des petites choses qui fait qu'on se rend compte qu'on met quand même la priorité à l'extérieur de soi et que on a du mal à se prioriser ou regarder les choses pour soi-même, etc. Et donc, j'aurais bien aimé que tu en parles aujourd'hui, justement, pour un petit peu voir quelle est notre approche à la reliance, qu'est-ce qu'on propose, comment on fait quand on est dans cette tendance-là, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence déjà dans notre vie? Parce que des fois, on semble se dire que c'est quelque chose de très noble, finalement. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est considéré comme une valeur, peut-être, de se dire, bah, moi je sais que par exemple, ma mère, elle est très comme ça. Elle se dit, voilà, c'est très noble, c'est la chose à faire, elle se sacrifie pour ses enfants. Et voilà, donc, je dis tout ça. Mais j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, toi, Ouais, comment tu vois les choses. Comment tu ouais. Parce que c'est sûr que chez beaucoup de personnes qui rentrent dans la reliance amoureuse, et ça a été aussi mon propre parcours de vie, donc c'est intéressant parce que euh, j'ai connu cette difficulté-là et ça m'a amené à des très très grands travers dans mes relations de couple. Toi aussi, tu me dis que tu l'as vécu, et c'est vrai que de manière générale, et je pense qu'aussi c'est culturel, ça fait partie aussi de l'éducation, on a cette difficulté à prendre soin de soi. euh, Ou alors, si on le fait, on va se sentir coupable. Moi, je l'ai vu chez beaucoup, en tout cas chez beaucoup de femmes, mais je sais que ça peut arriver chez les hommes. Mais en tout cas, j'ai même envie de dire, il y a une tendance encore plus féminine au niveau de la dynamique relationnelle à prendre soin de soi sans culpabiliser. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des peurs derrière. Tu vois, on n'ose pas prendre soin de soi, on n'ose pas se positionner, se mettre à sa juste place, parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs il y a des peurs du jugement, de ce qu'on pourrait penser de nous. Je l'ai vu dans les cas clients régulièrement, il y a ce côté de euh, bah non, je prends pas de temps pour moi, où je ne prends pas soin de moi parce que je fais passer mon mari, mes enfants, mes proches veux. avant les autres. Ce n'est pas, je le rappelle, qu'une tendance féminine, ça existe aussi chez les hommes, hein. Je le vois aussi dans des relations de couple, des hommes aussi qui s'oublient. Mais c'est de voir que euh, souvent il y a une peur d'être jugé. Et ça pourrait être la peur, par exemple, d'être considérée comme une mauvaise mère ou une mauvaise épouse. Moi, j'ai déjà vu une personne qui disait euh, j'ai même peur que des voisins passent devant ma fenêtre au moment où je suis prélassée dans un fauteuil en train de lire. Tu vois, qu'ils puissent se dire ah bah dis donc, elle en branle pas une, c'est une grosse feignasse. Donc c'est de voir à quel point ça peut aller loin, tu vois. Cette difficulté à prendre soin de soi, à ralentir. Parce que j'ai même des femmes qui me disent si, si, mais je prends le temps, des fois, je regarde la télé et je dis ok, et t'es tranquille dans ton canapé? Non, non, je fais du repassage en même temps, tu vois. Donc, il y a toujours cette notion difficile de juste, entre guillemets, rien faire.
Mhm. Le rien faire, c'est inconcevable pour beaucoup de monde parce qu'il y a plein de peurs qui prennent aux tripes derrière. Et Ouais. donc, c'est ce rôle comme tu dis, de sacrifice, hein. À Mm. un moment donné, c'est parce que je suis pas à l'aise de prendre du temps pour moi, parce que j'ai peur qu'on me juge, ou j'ai peur qu'on me rejette, ou j'ai peur qu'on ne m'aime plus, et ben du coup, je vais constamment m'activer pour faire passer les autres en priorité. Et oui, et c'est aussi, je te disais, je crois que je vais un petit peu revenir là-dessus parce que je suis passée vite, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un certain modèle ou une certaine image qui est promue que ça doit être comme ça, qu'en fait, c'est quelque chose de noble, de quelque chose de bien, c'est une valeur, le fait de faire passer les autres avant soi. Ouais. Mhm. Et du coup, ce que tu disais, toi, la difficulté, par exemple, une des conséquences de ça, de ne pas vraiment s'accorder à soi-même ben, du temps, du soin. Par exemple, oui, il y a des personnes qui me disaient avec qui j'ai eu des entretiens, je suis pas allée chez le coiffeur depuis 6 mois ou un an parce que, ben oui, je préfère mettre il y a d'autres choses plus importantes avant. Il y a je préfère garder les sous pour faire quelque chose avec mes enfants ou que j'offre, je sais pas moi, l'abonnement à un sportif à un truc, à une association ou un truc comme ça pour mon fils ou ma fille. Euh, et donc, il y a cette difficulté, moi, je trouve, hein, à envisager une autre perspective qui serait, Ouais. bah, pourquoi c'est positif de prendre soin de soi? Pourquoi tu vois, d'avoir ce modèle-là aussi devant soi. euh, alors là, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser aussi peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu ce modèle-là, effectivement, dans leur modèle parental. Que ça peut Et avoir une souvent, c'est ça influence. d'ailleurs. Souvent, c'est ça, tu vois, comme tu l'as dit, toi, tu as eu une mère sacrificielle, et souvent, euh, les chiens ne font pas des chats. C'est-à-dire que si la plupart du temps, en tant qu'adulte, si on agit d'une certaine manière, c'est parce qu'on a été programmé depuis notre enfance. Et donc, lorsque nous avons eu pour parents un modèle sacrificiel, ben, en général, si on n'a pas un autre modèle à côté qui nous montre une version différente, on va modéliser. Même quand ça nous fait souffrir, hein, la plupart de mes clients, des fois, me disent que euh, ils reproduisent certains schémas alors qu'ils en ont souffert enfant, tu vois, mais parce qu'il n'y a pas de modèle. Si à un moment donné, on vous offre pas la possibilité d'avoir un autre système à modéliser, même si vous en avez souffert inconsciemment, bah, c'est ce qui se passe, c'est Oui, que vous reproduisez. Et donc, c'est pour ça qu'en épigénétique, c'est intéressant de voir que on a des programmes, on a des traumas qu'on se transmet de génération en génération. Et en général, quand je vais voir avec les clients sur d'où vient ce comportement, ah bah, ma mère avait ce comportement, mais en même temps, sa mère avait ce comportement. Et donc, ouais, c'est ça. on transmet. Et souvent, il y a ce truc en plus de dire, ça me fait peur parce que je vois mes enfants reproduire le même schéma alors qu'ils sont tout petits et qu'ils se développent déjà certaines tendances, certaines attitudes, et je veux surtout pas qu'ils puissent reproduire ça dans Mm. leur vie plus tard. Ouais, Donc, ouais. il y a besoin de casser ce schéma-là, il y a besoin de déprogrammer ce qui nous appartient pas. Alors après, tu peux avoir des bonnes programmations, hein. Mais là, bien entendu, on parle des programmations qui nous limitent dans notre bonheur et surtout au niveau relationnel, parce que les conséquences du sacrifice, c'est que de toute façon, tôt ou tard, on le fait payer aux autres. Et souvent, on le fait payer à ceux qu'on aime, parce qu'en général, on se sacrifie pour les personnes que l'on aime. Donc, une maman qui va se sacrifier pour ses enfants ou pour son compagnon, mais ça peut être un papa qui se sacrifie pour ses enfants ou pour sa femme, euh, à un moment donné, il va y avoir ce réservoir d'amour à l'intérieur d'eux qui va diminuer, diminuer, diminuer. Et à un moment donné, quand il se vide et qu'il est à sec ou quasiment à sec, euh, il n'y a plus d'énergie. Et souvent, quand il n'y a plus d'énergie, il y a aussi plus de sourire, plus de joie, plus de lumière. Tu vois, c'est comme si il y avait une petite flamme à l'intérieur de nous qui s'était éteinte. Et le pire du pire, c'est que
avec tout ce qu'on a donné, si à un moment donné on ne reçoit pas suffisamment en retour, c'est là qu'il y a quelque chose qui explose à l'intérieur de ces personnes et qui va exploser aussi dans le cocon familial et dans le couple, parce qu'on va Mm. commencer à en vouloir aux autres. On va commencer à devenir frustré. On va commencer à développer une forme d'amertume, de rancœur. Et ça, même si ça explose pas sur les autres, tu sais, il y a cette notion des fois de passif-agressif. Ça va passer par des petites piques, ça va passer par des petites réflexions. Et à un moment donné, tout ça, c'est ce qu'on appelle les activateurs de conflit. Les reproches, les critiques, les jugements. Et tout ça, c'est des petits cailloux, en fait, qu'on va lancer dans le réservoir d'amour de l'autre. Et, et les personnes vont finir par s'éloigner parce qu'elles vont en avoir marre de recevoir régulièrement des reproches, des critiques et des jugements. Donc en fait, ça, à un moment donné, se sacrifier, c'est aussi mettre à mal sur le long terme sa relation amoureuse et sa vie de famille. Mm. Parce que euh, tout se joue dans la loi de l'équilibre. J'ai même envie de dire, Mm. ça va plus loin qu'une simple loi d'équilibre. J'ai même envie de dire, il va falloir carrément faire la tendance inverse. Et souvent au Mm. début, ça fait peur. Parce que quand je commence à dire aux autres, vous allez devoir vous prioriser, tout de suite, il y a une espèce de réaction, même au niveau du corps, qui est, mais non, mais je peux pas, Aurélie, parce que si je commence à me prioriser, en fait, on va me prendre pour un ou une égoïste. On va me juger, tu vois, et c'est là où on voit à quel point il y a des programmations et des schémas qui sont ancrés. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand tu te priorises dans la vie, t'es pas égoïste, t'es altruiste. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas prendre en considération tes besoins, tes désirs, tes aspirations, tu vas commencer déjà à retrouver une autonomie dans remplir ton réservoir d'amour. Mm. Et un réservoir d'amour qui est bien rempli, on va donner gratuitement en retour. Et c'est important, ça, cette notion de donner gratuitement sans attendre en retour. Parce que une personne qui n'a pas un réservoir d'amour rempli et qui ne sait pas comment le remplir par soi-même va du coup développer une dépendance vis-à-vis des autres. Et en plus de ça, elle va, à un moment donné, mettre une pression sur le inconscient. C'est inconscient, hein, mais elle va mettre une pression sur le dos des autres dans le fait de faire en sorte qu'ils puissent remplir aussi ce réservoir d'amour. Donc en fait, apprendre à se prioriser, apprendre à s'écouter, respecter ses besoins et ses envies, ça va permettre ensuite de pouvoir donner gratuitement. Parce que un réservoir d'amour qui est vide, on va donner, mais dans l'espoir de recevoir en retour. On n'est pas dans le don gratuit, on est dans du marchandage. Mm. Et on ne peut pas construire quelque chose de beau et d'harmonieux sur une notion de marchandage quand on marchande de l'affection, quand on marchande de l'attention. Donc en fait, la plus belle chose qu'une maman ou qu'un papa puisse faire pour ses enfants, ou qu'un homme puisse faire pour sa femme, ou que une femme puisse faire pour son homme, c'est en fait de s'écouter en priorité. Parce que la personne qui s'écoute en priorité et qui prend soin d'elle, elle va donner le meilleur en retour. Mm. Et en plus de ça, ça permet de casser justement des fois des schémas, des programmations qui se transmettent de génération en génération. Et souvent, d'ailleurs, j'aime bien dire, tu vois, Virginie, tu le sais, Mm. hein, dans la reliance amoureuse, j'aime bien dire qu'en général, quand on reçoit ce genre d'informations, c'est pas par hasard. C'est que souvent, on est aussi la personne de la famille qui est là pour casser des schémas transgénérationnels, tu vois. Mm. Donc, euh, donc, là où ça fait peur, c'est là aussi où il y a les, les plus belles choses qui puissent arriver. C'est là où il y a la magie qui opère. C'est quand on dépasse cette peur d'être jugé ou de ne plus être aimé si on se priorise. Et si on va traverser cette peur, si on casse ces schémas transgénérationnels, qu'on retire ces programmes pour les transformer en quelque chose de plus constructif, c'est là où justement tu retrouves une belle dynamique de couple et une belle dynamique de famille. Parce que Mm. Ça donne espoir. On se oui, dit, parce voilà, c'est important de se dire que il y a de l'espoir. On n'est pas, voilà, c'est quand même des schémas qui peuvent.
si on n'y prend pas garde, nous embarquer dans des spirales comme ça jusqu'à la fin de notre vie, hein. On peut rester coincé dans ces schémas sans s'en rendre compte, hein. Ouais, Mais il y a aussi la possibilité, ce que tu décris, de pouvoir sortir de ça, de pouvoir finalement se guérir, hein, de cette tendance qui semble positive, et c'est là que c'est dangereux, mais qui ne l'est pas en fait, qui va au détriment du couple, qui va au détriment de nos relations. ouais, Donc là, tout à c'est fait. super important. Tu pourrais dire un petit peu aussi comment on fait pour s'en sortir de ces schémas. Tu en as parlé un petit peu déjà, mais Ouais. est-ce que Alors, tu pourrais ça dire nécessite un travail de fond parce que tu vois, Mhm. euh, moi, une chose que j'ai compris avec le temps et que j'ai vu aussi par l'expérience à travers le temps, c'est qu'en fait, comprendre ne suffit pas. Tu peux te dire, ah mais ça y est, j'ai compris. Ou tu peux avoir tu sais, comme un Mhm. petit électrochoc, là, un éclair en disant, ah mais ça y est, ok. Mais en fait, ça suffit pas. Parce qu'une prise de conscience n'est pas suffisamment puissante pour déjouer un programme qui a été implanté dans ton subconscient à la naissance. Parce que ces programmes dont je parle, tu vois, alors ça peut être, là on parle du programme sacrificiel, on parle de se sacrifier pour les autres. C'est un programme qui a été euh, transmis durant l'enfance, puisque en fait, entre le moment de ta conception et tes 7 ans, c'est là où en fait le fœtus, l'enfant, n'a pas de filtre, tout passe pas dans le subconscient en direct. Il n'y a aucun filtrage. C'est Mhm. qu'après, on va développer la pensée critique et on va commencer à mettre une barrière avec les informations qu'on va recevoir. Mais entre le moment de ta conception et tes 7 ans, tu ressens tout. Tu ressens tout, tu absorbes tout. Donc il y a zéro filtre. Et tout ce que tu absorbes, tu considères que c'est la réalité et la normalité. Donc en fait, en tant qu'enfant, en fonction de l'environnement dans lequel tu as grandi, bah, tu vas t'imprégner de ça et tu vas décider de le rejouer inconsciemment à l'âge adulte. Donc, en général, si tu as ce programme qui vient d'un de tes parents, ce programme sacrificiel, tu peux être sûr que tu vas choisir inconsciemment un ou une partenaire qui va jouer le rôle opposé pour vraiment mettre ça en lumière. Parce qu'en général, c'est rare que tu aies deux parents qui soient dans une dynamique sacrificielle. Souvent, il y en a un justement qui a tendance à en faire trop et l'autre, entre guillemets, pas assez. Parce que c'est aussi une dynamique qu'on crée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce truc de vouloir tout donner aux autres et d'en faire trop constamment, ça rend les autres quelque part paresseux. Je le vois dans la reliance amoureuse, tu vois, une femme, une maman qui est toujours à courir dans tous les sens, à faire toutes les tâches, à un moment donné, il y a un désengagement des autres. Parce que justement, elle prend tellement de place que les autres ne font plus. Et donc, quand ils font plus, ben, il y a ce truc de je souffre parce que je me sens pas assez soutenue, je me sens pas assez reconnue, mais en même temps, j'ai remarqué que si les autres décidaient de faire un petit peu, il y a aussi une notion de contrôle qui est là. Et si c'est pas fait de la bonne manière, et ben du coup, ça me convient pas et je préfère faire à la place des autres. Donc, souvent, à travers un programme de sacrifice, il y a aussi un autre programme à déjouer qui est le programme du contrôle, Mhm. pour pouvoir justement faire en sorte que chacun retrouve sa juste place au sein du couple. Donc, comprendre la dynamique ne peut pas la guérir. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir travailler au niveau du subconscient. Et au niveau du subconscient, il y a plusieurs méthodes. Euh, euh, Moi, en tout cas dans la reliance amoureuse, on va utiliser plusieurs protocoles. Moi, je vais utiliser une technique de libération émotionnelle qui permet d'accéder directement au subconscient. Il y Mhm. a ma collaboratrice Nathalie, qui est une experte en hypnose et en guérison des 5 blessures de l'âme, qui, elle, peut traiter ça aussi en hypnose. Et puis, j'ai aussi des protocoles de libération. Donc, il y a plusieurs méthodes. Après, c'est de trouver la bonne pour justement hacker le subconscient. C'est comme si, tu vois, t'avais un jardin et tu te rends compte qu'il y a des graines qui ont été plantées à ton insu. Et ces graines-là, ça fait que ça te fait pousser des trucs dans le jardin qui sont pas bonnes. Mais en même temps, tu les as toujours vues présentes dans le jardin.
Donc tu les laisses telles qu'elles sont. Et puis la prise de conscience, c'est se dire, ah ouais, non, mais en fait, ça, c'est pas forcément bon. C'est des mauvaises herbes ou des trucs nocifs qui empêchent d'autres plantes ou d'autres fleurs de pousser. Mais du coup, c'est se dire que en fait, la plupart des gens, ils disent, oh bon, ok, super, je vais prendre un ciseau puis je vais couper. Mais ça marche pas parce que les branches vont se multiplier. Et c'est pour ça que nous, dans la reliance, on fait en sorte d'aller travailler dans le subconscient parce que le but, c'est d'enlever les racines pour pas que la plante repousse. Donc, c'est un travail au niveau du subconscient et à un moment donné, il y a aussi, bien sûr, des rituels à mettre en place pour créer aussi des nouvelles habitudes dans le quotidien. Donc le but, c'est que tous nos clients sont outillés avec des rituels. On les forme même à des techniques de libération émotionnelle. On les forme à travers certains outils pour qu'ils soient autonomes dans la gestion des émotions, dans la communication, dans leur manière, tu vois, de rentrer en lien avec les autres. Et l'alliance de travailler dans le subconscient et en même temps d'outiller les clients fait qu'ils développent une autonomie et qu'à un moment donné, ils sont moteurs de recréer un équilibre dans la vie de couple et dans la vie familiale. Ça devient des sources d'inspiration, puisque c'est ça en fait, c'est de se dire que nous, euh, on a modélisé ce qu'on a vu des autres, et c'est de se dire que dans la reliance, c'est pareil, c'est on va faire en sorte à nouveau d'être un un modèle que après les autres vont pouvoir dupliquer. Ouais, c'est super pour les gens qui ont des enfants, par exemple, en se disant, bah, non seulement bah, ils vont impulser une façon d'être différente au niveau de leur couple, mais aussi au niveau des enfants et même d'autres relations amicales ou familiales ou autres. Hein, Ouais, ça complètement. s'applique aussi. Ouais, ouais, c'est ça la beauté c'est ça la beauté de la chose, c'est de se dire qu'il y a des protocoles de libération pour nous en tant qu'adultes, se défaire de ces programmes et de ces schémas qui ne nous appartiennent pas et qui nous limitent dans nos relations, mais on a aussi des programmes qui permettent aussi de pouvoir faire ce travail pour aider les enfants de nos clients à se libérer de ça. Bon, du coup, dans la bonne intention qui est au départ là, de la personne qui veut faire quelque chose de bien pour les autres, eh ben, on se dit qu'en faisant tout ce travail, en fait, ils font quelque chose de bien pour les autres. Il y a quand même cette notion d'apporter du positif et du bien-être aux gens qu'on aime, finalement. Mais pas de la manière dont on croit. C'est-à-dire que Exactement. c'est vrai que c'est se décoincer de cette idée que ce sacrifice, ça va être la manière d'amener du bien-être à l'autre, de quelque chose de positif à l'autre. Alors en se découvrant que ce schéma ne fonctionne pas et en voyant qu'on peut instaurer quelque chose de différent, là, c'est là qu'on commence à amorcer un changement et être l'influence de quelque chose de positif. Moi, j'aime beaucoup la démarche qu'on préconise à la Reliance, qui est quand même, c'est ce que tu as dit, mais vraiment, j'ai envie de revenir là-dessus parce que c'est tellement un truc énorme, on s'en rend pas compte, mais le fait de vraiment pouvoir s'immerger en fait dans la plateforme, dans un univers qui te montre un autre, qui te donne un autre modèle, en fait, qui te donne une autre référence, qui te montre comment ça peut être différent. Bah, par exemple, remplir son réservoir d'amour, se prioriser, de faire du bien, apprendre à se comprendre, à comprendre ce qui vraiment marche pour nous ou pas, etc. Mais aussi, surtout, moi je trouve que, enfin surtout, tout est bien, hein, mais le fait de pouvoir le pratiquer pendant un certain temps. Parce que là, c'est là que c'est difficile, c'est comme tu disais, des fois, une prise de conscience, c'est bien. De lire des bouquins, c'est bien. On se renseigne, on fait des choses. Bon, d'accord, on a des petites lampes qui s'allument. Mais le fait de le pratiquer, le fait de se mettre dans le bain et de voir au fur et à mesure, bah, on le pratique, puis des fois il y a des résistances, des fois bah, il y a des couacs, ou il y a des façons, on n'a pas, voilà, on fait les choses d'une manière maladroite peut-être un petit peu, ou pas. Je sais pas si tu as peut-être des exemples, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, le fait d'avoir un espace non-jugement euh, qui te donne des clés, mais qui t'accompagne aussi à les utiliser, quoi, à faire en sorte que ça devienne ça devienne naturel en fait au final. Ouais. Et c'est ça qui est important dans ma mission, c'est de rendre ces personnes autonomes. J'aime bien leur dire,
Le but, c'est de devenir des maîtres de la communication authentique et bienveillante, des maîtres dans une belle gestion des émotions, parce que la plupart du temps, que ce soit dans le dev perso ou peu importe, des fois, on va aller piocher à droite à gauche des outils. Et souvent, j'ai des personnes qui rentrent dans la reliance et en fait, des outils, ils en ont plein. Mais il n'y en a aucun qui est intégré. Parce que c'est ça la différence aussi, c'est que moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis outillée. Il fut un temps où quelque part j'ai été outillée. Aujourd'hui, je dirais plus que ça fait partie de moi. Mm. Parce que j'ai plus à me poser la question, tiens, comment je peux m'y prendre pour? Non, en fait, il y a quelque chose qui m'arrive et instinctivement, Mm. avoir le réflexe d'utiliser l'outil de gestion des émotions ou d'utiliser ce fameux processus amour de soi pour comprendre qu'est-ce qui se passe en moi et trouver des solutions dans l'instant. Mais quand on a des outils, si à un moment donné, on ne les pratique pas suffisamment longtemps, on n'a pas le temps de créer l'autoroute neuronale qui fait que ça va devenir un réflexe et une habitude. Et donc, en fait, quelque chose qui nous a servi pendant des fois une semaine ou deux, ça va partir dans les oubliettes. Et Mhm. c'est pour ça que c'est compliqué quand des fois, tu as des personnes, tu vois, elles vont suivre, je sais pas moi, un professionnel, un thérapeute ou quoi que ce soit, mais à chaque fois qu'elles ressortent de là, ben en fait, elles sont complètement démunies parce qu'il y a, non, des fois, il n'y a pas d'outils et en plus de ça, les outils sont pas intégrés. Donc l'idée, c'est que ces personnes-là, elles deviennent hyper autonomes et ça devienne un art de vivre, en fait, d'utiliser ces outils. Mm. Super. Bon, ben, c'est génial. Alors, je ne sais pas si je regarde un petit peu sur notre Facebook, là, comme c'est un petit peu récent qu'on fait tout ça, donc on regarde un petit peu s'il y a des questions ou si. Alors, on le dit comme ça la prochaine fois, s'il y en a qui écoutent, ils peuvent se Ouais, dire, on peut poser David des dit questions. hacker, j'adore. Et c'est vrai que c'est une notion de hacker quelque part son cerveau. Euh, Mhm. Parce que j'aime bien cette image. Je sais plus qui avait utilisé cette image. Je me demande si c'était pas Marshall Rosenberg ou quelqu'un d'autre qui disait que quelque part notre cerveau, c'est comme une espèce de cheval tu montes dessus, mais si ton cheval, tu vois, il est pas dressé, ben en fait, c'est lui qui va te diriger, tu vois. Mhm. Et par contre, si c'est le cheval qui dirige, tu peux partir dans toutes les directions. Donc Ah le ouais, but, c'est de te dire, bah non, en fait, c'est moi qui reprends les rênes de mon mental et je te décide où je veux aller. Et ça demande du temps de créer des nouvelles autoroutes neuronales. Parce que des fois, on a mis des mois, voire des années à construire certaines autoroutes et elles ont tellement été empruntées qu'il n'y a même plus besoin d'y penser. ouais, Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, ben, je sors de l'autoroute et puis on va commencer par déjà emprunter peut-être une nationale, tu vois, et puis on va faire en sorte de l'embellir pour que ça devienne aussi une belle autoroute. Mais là, une autoroute positive, tu vois, une autoroute qui nous amène à des habitudes qui sont porteuses pour nous et puis pour ceux qu'on aime, tu vois. Mhm. Et puis, bon, bah, écoute, par rapport à cette thématique-là, de toute façon, si à un moment donné, il y a des personnes qui nous posent des questions sous la vidéo, ben, on répondra. Ou s'il y a des Voilà. personnes aussi, je vous invite, hein, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde la prochaine fois, que vous avez une question et que vous voulez que voilà, on tourne autour de cette question, bah, bienvenue, puisque voilà, on se reverra du coup l'année prochaine, la semaine prochaine pour un autre sujet. Ok, donc envoyez des messages à Aurélie sur la page, sur le profil, ou si vous n'êtes pas encore, au fait, si vous êtes là et que vous savez pas, il y a un groupe qui s'appelle Couple Harmonieux que vous pouvez rejoindre. Donc il y a plus, voilà, il y a des choses qu'on partage dedans, des ressources, etc. Donc si ça vous intéresse, cette thématique-là, de construire des relations plus harmonieuses, une communication authentique et bienveillante, eh ben, rejoignez le groupe Couple Harmonieux. Voilà. Super, Et si vous ne on l'avez pas, mettra le lien. demandez-nous le lien. On vous Ouais. l'enverra. Voilà. Mm, mm. Super. Eh bien, écoute, Voilà. merci Virginie pour cet échange. Et puis, Merci bah, à écoute, toi. je te dis à la semaine prochaine. Puis on se dit à la semaine prochaine, voilà. Et puis, restez en contact avec nous, écrivez-nous, envoyez-nous des petits messages. Et si vous avez besoin des liens, n'hésitez pas surtout à vous manifester. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Bisous à tous. Bisous.